Hop, je suis là. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, la bonne année, voilà, j'espère que vous allez bien, et voilà. Cette semaine, alors ce n'est pas vraiment la reprise de la saison, il fait un temps de chien, et franchement, là, je vais pas aux abeilles, je m'en occupe pas. C'est l'hiver, donc on fait pas grand-chose en ce moment. Enfin, on fait pas grand-chose pour les abeilles. On prépare la saison. Je vous redirai tout ça plutôt la semaine prochaine, je suppose. Je suis pas encore tout à fait sûr. Mais à propos de préparer la saison, des travaux d'hiver, on l'a déjà vu pas mal de fois. Et je vais pas vous saouler avec ça aujourd'hui. Alors, il y a de grandes nouveautés qui arrivent pour une saison aux abeilles. Mais je vous annonce ça, oui, je vous dis plutôt la semaine prochaine, parce que là, on a plutôt une vidéo consacrée à la nutrition, donc avec Benjamin Poirot. On a filmé ça en décembre. Je suis allé le voir à La Rochelle. J'allais dire, je suis allé les voir, toute l'équipe d'Apinov que vous commencez peut-être à connaître maintenant, ou je sais pas. Enfin bon, bref. Ce sont des gens bien, et je vous conseille de vous rapprocher si vous souhaitez de la formation de Apinov. Là, franchement, ils font des choses très très bien, et voilà. Et donc, Benjamin a bien voulu nous accorder une petite demi-heure, voilà, c'est monté, sur la nutrition des abeilles. C'est très intéressant. On apprend encore des choses, bah oui. Alors forcément, on parle pas d'une ruche qu'on laisse, j'allais dire mourir, qu'on laisse vivre toute seule. Là, c'est vraiment pour faire de l'élevage, des choses comme ça. Enfin, bref. Vous allez voir, il y a 2-3 diapositives. C'est plutôt très instructif comme d'habitude avec ma chaîne. Oh là là, je me jette des fleurs, c'est trop. Merci aussi pour tous les retours sur Cuba. Alors étonnamment, la première et la dernière vidéo. Toutes n'ont pas le même nombre de vues, j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous ai montré ce que j'ai vu, j'ai pas cherché à prendre parti, même si c'était parfois difficile, forcément, on arrive avec un œil formaté, bien sûr. Mais enfin voilà, je voulais peut-être faire une vidéo retour là-dessus. En même temps, il y a des gens qui ont vu A, il y a des gens qui ont vu Z. Le panel est extrêmement large et j'ai pas envie de faire une vidéo réductrice au milieu de tout ça, quoi. Donc voilà. Ça viendra pas. Il y aura une vidéo sur les mélipones qui va arriver. Il faut qu'on s'occupe de la traduction, du montage et tout ça. Vous savez ce que c'est. Les 5 vidéos de Cuba m'ont pris 1 mois de montage. Pour info, pour vous dire. Et ça se fait pas tout seul. Et donc voilà, une petite vidéo sur la nutrition. Et puis il y aura une autre vidéo aussi avec Gabriel, vous allez voir, de chez Apinov aussi. Ça viendra peut-être fin janvier, sur la résistance du varroa aux médicaments de traitement, que ce soit chimique ou pas chimique, biologique, naturel, sain. Voilà, ça y est, je dérape. Donc c'est pas encore le retour de la vraie saison, la saison 5. Je vous expliquerai tout ce qu'on y fera. Je vous expliquerai toutes les nouveautés dans cette saison 5. Soyez patients, il y a des tas de choses qui arrivent. Chaud comme la braise. Bon allez, c'est parti avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Ravi de te retrouver. Tu vas nous parler un petit peu de nutrition des abeilles cette fois-ci. Alors je te laisse complètement la parole et si j'ai quelques questions parfois, je t'interviendrai. Le mieux c'est que tu interviennes, ce sera bien. Donc je vais parler trop longtemps. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par ce qu'ont besoin les abeilles, puis ça te va. Globalement, et pour aller très vite, les besoins, vous le savez, des abeilles, c'est de l'eau. On l'oublie souvent, on en avait parlé tous les deux justement sur les besoins en eau, parce qu'elles ont besoin d'équilibrer leur hydratation pendant la saison, et notamment quand il fait sec. J'en ai beaucoup parlé des apiculteurs dans le Grand Est, et ouais, on a besoin d'eau. Et après, il va falloir du sucre, ça c'est le plus courant, elles vont chercher du nectar, elles le ramènent. Et puis il va leur falloir des protéines. Et les protéines, c'est sous forme de pollen, et c'est vrai que ça, en France, on en parle beaucoup moins. Oui. Alors moi, j'ai été intéressé par la nutrition parce que dans mes études, j'en avais beaucoup fait. Nutrition plus humaine ou animale, et puis parce qu'on teste pas mal de produits en fait. Donc à un moment, en s'intéressant à ces questions-là de nutrition, on voit la partie plus protéines, et dans le cadre des échanges qu'on a ou pendant les formations, c'est vraiment l'aspect sur lequel on travaille le plus. Les sucres, si je m'arrête 2 secondes dessus, c'est facile. Si je dois faire une synthèse, les meilleurs sucres pour les abeilles, c'est celles qu'elles trouvent naturellement. Ça paraît logique. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le miel? Elles vont chercher du saccharose, qu'elles vont couper en deux pour se faire du glucose et du fructose. C'est globalement les sucres les plus simples et on est sûr que celles-là les mangent, vu que c'est ce qu'elles ont naturellement. De temps en temps, dans la nature, on trouve aussi 2 glucoses ensemble. Ça s'appelle du maltose. Et ce maltose, on sait qu'il y a des sirops dans lesquels on va en retrouver.
Et tout ce qui est au-dessus, de temps en temps, on a des trioses avec 3 sucres, comme le mélésitose, mais c'est vraiment le maximum. Et ce que savent pas faire les abeilles, c'est digérer des sucres très très longs, un peu comme de l'amidon. Ça, c'est pas des choses que naturellement on trouve dans le miel, donc elles ne sont pas adaptées, elles ne savent pas digérer ce genre de sucre. Ça, c'est ce dont elles ont besoin. Pour les protéines, eh ben, les abeilles, elles sont comme nous. Elles ont besoin d'une alimentation qui soit riche et variée. Et en fait, c'est riche et varié en pollen. Ce qui a été montré par des articles scientifiques à l'INRA, d'ailleurs en France, des bons chercheurs, c'est que si tu donnes une alimentation monovariée à des abeilles, genre que du pollen de tournesol par exemple, il a beau être pas mauvais, bah, elles vont finir par être carencées et ça va pas aller. Parce qu'elles ont besoin d'un équilibre très varié en pollen qui leur permet d'avoir tous les acides aminés pour le faire. J'utilise souvent en formation des Lego comme métaphore en disant les protéines, bah, c'est comme les Lego, ça a différentes formes. Et puis il y a des briques, et les briques c'est des acides aminés. Et comme pour cette forme-là, un peu particulière, ça peut être la protéine qui sert à sentir les fleurs très loin, ça veut dire que pour faire du miel, il faut avoir celle-ci, il y a besoin de plein de briques rouges. Donc c'est des acides aminés qui sont en grand nombre utilisés, et les abeilles ne peuvent pas les fabriquer. Donc c'est des acides aminés dits essentiels. C'est-à-dire si elles n'en trouvent pas en nombre suffisant, et que par exemple j'ai plein de Lego verts et plein de blancs, bah, je ne peux pas finir ma protéine, il me manque un rouge. Donc c'est cela dont on a besoin absolument. Et c'est pour ça que les abeilles vont chercher différents types de pollen. Et on sait très bien, il y a des articles qui le montrent, que même dans un champ de colza, tu le sais bien quand tu mets des trappes, quand tu y regardes, déjà il y a des pollens différentes couleurs, et il n'y a pas du tout que du pollen jaune de colza. Elles vont les chercher d'autres types de pollen. Elles ont besoin d'une alimentation variée, et c'est là-dessus qu'on peut essayer de les aider, en quantité et en diversité. Et l'article, il montrait également que le taux de survie des abeilles, par exemple, donc là, si je prends les abeilles d'hiver, qui elles ont des corps gras, donc les abeilles sont bien dodues, comme on les aime là, et plus elles sont grasses, plus elles vont avoir de la vitellogénine, c'est une protéine, et cette protéine, elle va être responsable de la durée de vie des abeilles, en partie. Et cette vitellogénine, pour la synthétiser, il faut des acides aminés, dont pas mal d'essentiels, et donc la diversité, la quantité de fleurs que tu as à l'automne autour de tes ruches, est directement proportionnelle au corps gras et à la vitellogénine et au taux de survie. Donc il faut vraiment une diversité de fleurs énorme. En même temps, c'est du bon sens. Tu te doutes bien que hiverner au milieu du désert, c'est pas bon. Hein, oui. Mais on a parfois des déserts verts. Et on a des déserts verts, exactement. Et si tu prends une forêt que de châtaigniers, par exemple, eh ben, tu n'auras pas de diversité. Et en plus de ça, tu n'auras plus de pollen depuis longtemps. Il y a quelque chose dont je me suis rendu compte aussi, et moi le premier, hein, où c'est à l'automne, tu dis bah, je vais mettre du sucre pour être sûr que si j'ai pas assez de miel, j'ai suffisamment de réserve, mais tu fais pas des protéines avec du sucre, tu fais ça avec du pollen, et à défaut de pollen, c'est là où éventuellement, si c'est nécessaire, on peut dans certaines conditions avoir besoin de supplémenter. Quand est-ce qu'on supplémente? Alors évidemment, je supplémente pas tout le temps, je suis pas du tout là pour raconter qu'il faut absolument ajouter du sucre en permanence ou ajouter des protéines en permanence, c'est pas du tout l'intérêt, ça reste des abeilles, elles se débrouillent. En même temps, c'est des animaux de rente, donc on est là pour qu'elles soient en bonne santé, pour leur bien-être, et c'est pareil, il a été largement démontré que la qualité de la nutrition, enfin du bol alimentaire des abeilles, va dépendre aussi de leur capacité à résister aux maladies. Pour faire simple, si je mange bien, ce qui est le cas dans nos pays, on peut faire le transfert avec notre espèce, hein. Bah nous on est bien nourris, on n'est pas franchement carencé dans nos pays, on a des vitamines, des minéraux et tout ce qu'il faut, et curieusement on a une espérance de vie qui augmente largement comparé à des pays dans lesquels tu as des carences alimentaires. C'est pareil pour les abeilles. Si tu as par exemple un rucher d'essaims, comme on a souvent, on les regroupe, donc on a 50, 100 essaims dans le même rucher, même si tu as un environnement qui est favorable autour, il faut quand même qu'il y ait assez de quantité disponible pour l'ensemble de ces ruches ou de ces ruchettes. Si on n'a pas assez, alors elles sont un peu carencées. Si elles sont un peu carencées, c'est un cercle vicieux. Elles deviennent plus sensibles aux maladies, aux varrois, aux pesticides également, parce qu'il y a un lien qui est montré. Et du coup, tu rentres dans un cercle où tu vas finir par avoir une colonie qui va, dans le meilleur des cas, pas grandir très vite, et dans le pire des cas, laisser apparaître des symptômes de maladie, et c'est pas très bon. On sait d'ailleurs qu'en général, que quand tu as un virus par exemple, ou que tu as un problème, en général on change la reine pour la génétique, et on n'oublie pas surtout de la nourrir. Oui. Et le petit coup de sirop qui va bien va faire que ta colonie du coup va reprendre. Oui, parce qu'elle a besoin de ça. Ouais. J'ai une question qui sort un petit peu du lot là, c'est une question qui revient souvent, c'est comment mesurer, savoir si l'endroit est bien, est-ce que je peux mettre 10 colonies, 50, 100 oui.
Alors, je sors un peu du sujet, mais... Ah non, tu sors pas. La question est comment je fais pour savoir? En fait, tu peux pas. Tu peux pas. On ne peut pas a priori savoir l'environnement. J'en discutais avec des collègues de la DAT Grand Est qui, eux, il y a des outils de SIG, les cartographies. L'idée, c'est ce que sur Internet, en sachant jouer mon rucher, en regardant la carte avec 3 km, est-ce que je peux avoir une idée des ressources alimentaires? En théorie, un peu. En réalité, franchement, pas beaucoup. Parce que, en fait, tu le sais, les fleurs, chaque année, ça varie dans le temps. Donc ça peut être très bon à un moment, pas du tout à l'autre. C'est pas parce que tu vois du vert qu'il y a une diversité floristique. Et on sait par d'autres études, par exemple, qu'il y a des endroits où la surface végétale n'a pas diminué, mais en réalité, la diversité a très largement réduit et il te manque des couleurs de tes briques. Et comme il te manque des couleurs, derrière, elles ont du mal à être en bonne santé et elles vont pouvoir faire la synthèse de leurs protéines qu'il leur faut et ça ne va pas aller. Donc le seul moyen, et là encore, tous les apiculteurs le savent, il faut tester les ruchers. Oui. Et en fait, tu as des ruchers qui hivernent beaucoup mieux que d'autres. C'est tous les ans comme ça. Et en fait, si c'est tous les ans comme ça, c'est que c'est lié à l'environnement. Et si c'est lié à l'environnement, c'est pour les abeilles essentiellement la quantité de corps gras. Alors si les vers rois sont traités et si elles ont du sucre et du miel, le reste, c'est les ressources qu'elles avaient en termes de protéines dans l'environnement. Est-ce qu'il y avait suffisamment de fleurs et en diversité à ce moment-là, quand elles ont eu besoin de faire leurs réserves, en septembre, globalement, septembre-octobre. Donc les ruchers d'hivernage sont primordiaux en termes d'essais. Et tu ne peux pas faire autrement qu'essayer. Alors maintenant, la question, c'est comment je fais si je ne peux pas savoir ou si j'ai un rucher avec 150 essaims, parce qu'en même temps, je ne peux pas en étaler de partout, pour essayer de leur faire passer l'hiver. Ou au printemps, pareil, les faire démarrer quand on est vraiment sur une activité d'élevage, plus, parce qu'après les ruches, je pense que ce que j'appelle les boîtes à miel, tu n'as pas besoin de les nourrir, elles se débrouillent, elles n'ont pas besoin de nous. Tu en parles d'ailleurs très bien dans tes vidéos, tes consommations de sirop sont ridicules, il n'y a quasiment rien. Et elles baissent et les ruches n'ont pas besoin en théorie d'être nourries parce que tu es sur un petit rucher dans des environnements que tu as bien choisis. Pour l'activité d'élevage, c'est pas pareil. Si tu prends une éleveuse, elle a besoin d'être dans l'euphorie, typiquement. Tes essaims, ça pousse très fort au printemps, un peu moins l'été et encore un peu moins en basse saison. Tes abeilles, c'est toujours les mêmes pourtant. La seule chose qui a changé, c'est en général la disponibilité en protéines, encore une fois. Parce que du sucre, il y en a. Dans le pire des cas, tu peux mettre du sirop pour tes essaims. Mais les ressources en pollen diminuant, on va avoir effectivement une réduction de l'activité des colonies. En fait, c'est elles qui s'adaptent à l'environnement. Et même si tu vois du pollen rentrer, on sait qu'au printemps, par exemple, dans le pollen, tu as 30% de protéines au printemps, et tu es plutôt à 20% en été. Ah oui, c'est si peu que ça, j'ai envie. Ça fait un tiers de moins. Oui. Un tiers. 20, c'est déjà peu, 30% par rapport à toute la masse de pollen qu'elle rentre. Ouais. Et en plus, ça baisse. Ouais. Oui, et oui, elle rentre des kilos de pollen, mais pour en réalité avoir que 20 à 30% de protéines. Et donc là-dedans, ça en fait pas tant que ça, quoi. Pardon, quel est le pourcentage restant de ce... Le reste, c'est dans le pollen, essentiellement des fibres. C'est la cuticule qui entoure le grain de pollen. Et donc c'est pas consommable, en fait, c'est pas digestible, c'est des fibres. Comme pour nous, on consomme le pollen pour les fibres. Il va y avoir un peu de sucre, mais elles vont manger du miel pour le sucre. Et non, c'est de l'eau et le reste, c'est effectivement les protéines. Et un bon pollen, on dit qu'il est au moins à 20%. Donc les pollens de printemps sont très bons, ils sont en général autour de 30%. Donc comme ça diminue la qualité, dans ces cas-là, tes essaims vont avoir du mal à pousser, tes éleveuses vont devenir moins bonnes, les mâles vont être beaucoup moins bien nourris, moins de protéines, les mâles consomment 3-4 fois plus de protéines, du coup les mâles sont moins puissants, moins bonne qualité, et la qualité des fécondations peut réduire en fin de saison. Enfin elle réduit. Parce qu'on voit très bien au printemps, ça marche tout seul, il n'y a rien à faire, tu es apiculteur mais c'est facile, et après à l'automne ou l'été, tu peux un peu ramer. Dans ces conditions-là, je pense que parce qu'on est dans de l'élevage, alors il faut peut-être essayer de compenser. Le sucre, c'est quelque chose de courant, on va en parler juste après. Et les protéines, je pense que particulièrement pour l'élevage, c'est quelque chose qui doit commencer un petit peu à rentrer dans les mœurs au niveau apicole. Donc qu'est-ce que je peux mettre comme sucre? Alors, je ne suis pas venu faire de la pub pour quoi que ce soit, donc je vais essayer de répondre de manière généraliste et en fonction d'articles scientifiques que j'ai pu lire qui répondent à ça. Un des meilleurs ouvrages que j'ai lu sur la nutrition, c'est celui-ci. Il a été publié l'année dernière, donc il est tout frais. Il y a des milliers de références scientifiques et c'est une très bonne... Alors il est en anglais, je suis désolé. Je lui ai envoyé un mail pour savoir s'il voulait bien que je le traduise en français. Je n'ai pas eu de retour. C'est une bonne synthèse et ça permet d'avoir la vue, de s'approcher le plus possible de la vérité de c'est quoi un bon sirop ou c'est quoi un bon substitut protéiné. Pour les sirops, vous en avez deux origines. Vous avez des sirops qui vont être issus de l'amidon. Alors ça peut être du blé,
du maïs en général. Mais c'est typiquement les deux principaux. Et donc je prends du blé ou du maïs, et dans le blé et le maïs, ce qu'il va y avoir, ça va être de l'amidon, et l'amidon c'est du glucose. C'est que du glucose les uns mis avec les autres, et donc les glucoses ça va être les briques rouges, ça c'est un glucose, ça c'est un maltose, ça c'est un maltotriose, et puis si je continue comme ça presque à l'infini, bah, c'est de l'amidon. De l'amidon c'est juste des glucoses les uns à côté des autres. C'est pas digeste. Ah bah non, l'amidon n'est pas digeste pour les abeilles, c'est pas un truc qu'on mange. C'est ce qu'on appelle les sucres lents, c'est du pain hein, globalement, de la farine quoi. Oui. Donc nous on mange ça, mais pas les abeilles, elles savent pas faire, hein. Le miel ça ressemble pas à ça. Donc le seul moyen pour le rendre digestible pour les abeilles, ça va être de le couper. Donc c'est ce qu'ont fait les industriels dans le domaine de l'agroalimentaire, on prend, on coupe et on essaie de réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des glucoses. Et ces glucoses-là, après par une autre manipulation, on peut les transformer en glucose et fructose. C'est la même chose, mais il est de forme différente. Et ça, c'est les fameux sirops de sucre inverti. Et les sirops de sucre inverti, il va y avoir dedans beaucoup de glucose, un peu de maltose, enfin un peu, des fois 20-30%, donc de glucose. Les abeilles les connaissent, ces maltoses, il y en a dans le miel naturellement, mais c'est plutôt autour de 1%, pas à 30%. Donc elles vont pouvoir le manger. Par contre, il va falloir qu'elles fassent des enzymes pour dégrader ça, et ça, elles ne connaissent pas trop. Donc en fait, métaboliquement, il va falloir qu'elles changent. Et il y a un article de 2014 où il montre que les gènes impliqués quand elles ne digèrent pas les sirops de la même manière. Et de temps en temps, il va te rester ça aussi, des sucres beaucoup plus longs. Ça ne savent pas faire. Et donc, c'est des fibres. Ça peut, s'il y en a beaucoup, les rendre malades. Et en partie, c'est de les digérer, mais ce n'est pas quelque chose qu'elles trouvent naturellement. Cliniquement ou visuellement, elles ont la... Visuellement, oui, on peut avoir des diarrhées, effectivement. Visuellement, tu as des diarrhées, c'est possible, mais honnêtement, c'est rare parce que c'est des sirops qui sont quand même utilisés largement. Mais on sait que métaboliquement, ça va impliquer des besoins différents. Ce dont je suis sûr, et donc ce que je peux dire, c'est que tu as une différence d'usage en termes de résultats, mais je ne vends pas juste après, d'abord je vais finir. Oui. Donc des sucres, soit issus donc ce qu'on appelle les sucres invertis, les sirops de maïs, des trucs comme ça, ou alors issus du saccharose, en gros de la betterave, ou de la canne à sucre. Et là, ça va être du saccharose. Et le saccharose, c'est ça, un glucose et un fructose. Et le saccharose, c'est ce que connaît l'abeille. Et pareil, d'un point de vue chimique, tu mets un peu d'acide dedans et hop, tu coupes en deux. Et tu as des sirops où tu as uniquement, comme le miel, glucose, fructose, saccharose. Ceux-là, c'est facile, ils viennent de la betterave en général. Donc ces deux types de sucres vont avoir des coûts différents. Les moins chers sont ceux issus de l'amidon. Donc ils ont des coûts inférieurs, mais des quantités de maltose un peu plus élevées. Et les sucres qui sont issus de la betterave sont en général un peu plus chers. Par contre, ils ont des compositions beaucoup plus proches de ce que consomment les abeilles habituellement. Et sinon, le dernier truc, c'est les pâtes de sucre, les candies. Et le candy qui est largement utilisé, que les abeilles prennent très très bien. Le saccharose, c'est ce qui est le plus appétant pour les abeilles. Si tu veux éviter le pillage, il ne faut pas de saccharose. Le saccharose, ça les rend folles. C'est ce qu'il y a dans le nectar. Donc c'est là ce qui les rend les plus dingues et qui vraiment ont envie d'aller dessus. Donc il y a des sirops qui ne pillent pas trop, précisément parce qu'il y a très peu de saccharose dedans. Le candy contient... Le candy contient que du saccharose, mais c'est sec. Et comme c'est sec, du coup, il n'y a pas de composés volatiles, elles ne le sentent pas, et du coup, tu sais rien quand tu mets un candy, tu n'as rien qui bouge. Donc, par contre, du sucre, un sirop à partir de sucre de table, si tu mets du sucre blanc et de l'eau, tu mets ça dans tes abeilles, c'est ce qui rend le plus appétant. Saccharose seul, pas appétant, marche très bien. Les sirops de glucose, fructose, saccharose marchent très bien aussi, et ceux avec du maltose, voire des trucs plus longs, attention à la digestion. Ce que disent des études, et c'est pas moi qui le dis, et c'est neutre et indépendant, c'est que tu nourrisses tes abeilles avec du candy, du sucre issu de la betterave ou du sucre issu de l'amidon, donc maïs ou ce que tu veux, en termes de survie à l'hivernage ou des choses comme ça, pour simplement d'un point de vue calorique, globalement c'est la même chose. Pendant des années, ils montraient on ne voit pas de différence. Mais les apiculteurs disaient, c'est bizarre parce que quand même, de temps en temps, il y a des sirops qui marchent mieux que d'autres, j'ai l'impression. Et dernièrement, donc c'est il y a 4-5 ans, il y a des articles qui sont sortis et qui, eux, montraient qu'en termes de développement au printemps, notamment sur les cires, quand au printemps, tu dois mettre du sirop pour faire de la cire pour les jeunes essaims, les sirops à partir de saccharose faisaient 2 fois plus de cire que ceux qui étaient faits à partir d'amidon dans lequel on trouve du maltose. D'accord.
Donc elles vont bien manger le sirop avec le maltose, mais probablement, et c'est en lien avec un autre article qui était publié dans Nature, que métaboliquement, il va falloir qu'elles... ah, tiens, j'ai un sucre que je ne sais pas faire, du coup, elles doivent réveiller le métabolisme pour aller le dégrader. Ça va les obliger à le travailler et peut-être perdre un peu de temps comparé à des trucs dont elles ont l'habitude. Donc on l'a vu sur la quantité de cire, il y a une préférence pour les sirops de sucre à partir de saccharose ou candy. Et pour la quantité d'abeilles également, en termes de masse dans la ruche, elle prend beaucoup plus de masse, c'est ce qui a été mesuré, sur les sirops à partir de saccharose que les sirops à partir d'amidon. D'accord. Ça, c'est pour les sucres. Donc à la question quel est le meilleur sirop, puis c'est pour faire de l'élevage, je vous dirais peut-être les sirops à partir de saccharose qui sont un peu plus chers, ou du candy. Attention au pillage si c'est des sirops de sucre, de saccharose, juste de l'eau et du saccharose. Là, ça chauffe. Hein. Oui. Et puis, pour l'autre, si c'est pour du nourrissement en saison, pourquoi pas un sirop avec le maltose, ça, je pense pas qu'il y ait d'impact. Et juste une question sur le camp par rapport à l'hiver. Le camp juste pour l'hiver, parce que moi j'avais appris, peut-être que je me trompe, c'est ce que j'avais dit en vidéo, qu'on donnait plutôt du sirop à l'automne pour qu'elles complètent leur cadre autour de la grappe. Et on n'en parle plus, on n'y touche plus jusqu'à en gros fin janvier, février, en tout cas chez moi, pour là observer s'il y a un manque. Et alors on complète avec du candy parce que c'est facile pour elles et pour nous, vu les températures, d'appliquer et pour elles de le prendre. Donc voilà. Parfaitement. C'est ça. Ce qu'on appelle la stimulation, c'est je suis tôt au printemps. Alors ça c'est mon conseil, ça engage que moi. Stimuler avec donc des sirops dilués au printemps, c'est le meilleur moyen de les avoir dans les arbres, qu'elles essaiment. Parce qu'on crée une situation artificielle où elles vont... c'est comme s'il y avait une mielée, hein, donc ça va les rendre assez folles. Hein, donc elles vont tout de suite pousser et ça va pondre fort. Et donc derrière, s'il n'y a pas de mielée, elles partent. Donc pour tes ruches de prod, la spéculation me paraît franchement risquée, sauf si tu sais derrière que tu veux les couper ou je sais pas quoi. Oui. Par contre, des essaims, les essaims, tu veux que ça pousse. Donc les essaims, ouais, au printemps, on met du sirop dilué. Et il y a aussi quelque chose, c'est la fréquence de passage. Si je suis au printemps, c'est pas pareil pour une abeille. Tu fais un essaim, 2 couvains, une gaufre, une cellule, tu repasses 3 semaines après pour vérifier que ça pond. Oui. Mais si tu mets un gros coup de sirop, mettre 2 kg de sirop typiquement, enfin 2 litres plutôt, c'est pas pareil que de passer toutes les semaines mettre un peu de sirop dilué. Parce que pour elles ont à quantité de matière égale. Elles ont l'impression qu'il y a une mielée, donc tu es en continu. C'est comme si toi, je te donne à manger pour une semaine, mais tu as tout maintenant. En général, c'est comme les gamins, tu viens, tu manges tout. Ouais, et après, tu n'as plus rien. Donc pour les abeilles, c'est la même. Elles viennent, elles mangent tout, et après, elles pourraient être carencées si l'environnement n'est pas top. Donc je sais que c'est embêtant, on n'a pas envie de le faire, mais quand nous, on veut que nos essaims partent vite et fort parce qu'on ne va pas pouvoir couper plusieurs fois dans l'année, après on est trop occupé, il vaut mieux mettre ta cellule, et par contre passer toutes les semaines, mettre une petite rasade de sirop dilué. Elles vont vraiment être dans l'euphorie et continuer à bâtir, plutôt qu'une fois. Maintenant, quand j'ai pas le temps, je remplis le cadre nourrisseur et je m'en vais. C'est juste en termes d'organisation. Après, à l'automne, on est là pour compléter des manques. Si jamais il n'y a pas assez de miel dedans, mais si et seulement si, alors dans ces cas-là, je peux venir effectivement mettre du sirop concentré, l'idée pas de les stimuler. Et au lieu de le faire en plein de fois, au contraire, c'est comme tu dis, une fois est importante, pour que précisément, comme tu l'as dit, elles viennent et qu'elles rentrent tout le sirop à la place du couvain qui a pu, et qu'elles remettent donc du coup la nourriture à l'endroit où elles vont pouvoir hiverner. Oui. Et en plus de ça, ça bloque la ponte si jamais elles sont en train de le faire, ce qui te permet de véritablement avoir une vraie rupture et de passer à l'hiver. Oui. Donc un gros volume de sirop en une fois, éventuellement 2. Parce qu'en plus, elles en consomment une partie au moment où tu le mets dans le nourrisseur et qu'elles le descendent. Tu ne retrouves jamais 100% de ce que tu as mis en bas. Elles en bouffent un peu. Elles consomment. Oui, si tu as encore un peu de couvain, tu es à l'automne, c'est du 800 grammes par semaine. Hein. Oui. Globalement, quoi. Oui. Donc ça, c'était pour le sirop. Donc quel type de sirop. Oui. Et effectivement, pour compléter ce que tu disais, je partage complètement sur le candy. Fin de saison, le truc, c'est ça. C'est que les abeilles consomment du sucre à l'endroit où elles sont. Il fait tellement froid que si le sucre il est sur les 4 de rive et que la grappe est centrée, elles n'iront pas le chercher. D'où l'idée d'avoir une grappe la plus grosse possible. Oui. Et c'est pour ça qu'on met du sirop en une fois pour qu'elles viennent le mettre au milieu. Et quand elles l'ont consommé, si elles ne peuvent pas les chercher, ton candy qui est au-dessus, avec la chaleur de la grappe, avec le petit trou, elles vont pouvoir le manger tout seul et elles vont y accéder très facilement. Mettre du sirop alors qu'il fait 0 est inutile. Oui, c'est pour ça qu'aussi, je n'hésite pas moi, à mettre carrément le sac avec le petit trou sur la grappe parce que ça le réchauffe. Et pas de plateau. Ah non.
Parce que le plateau fait barrière de chaleur et le candy reste froid. Ah oui, oui. Et ça marche moins bien. Alors dans mon cas, mais ça revient certainement au même, effectivement, on met une bâche plastique, le petit trou et Mais la chaleur passe. candy dessus. Ouais. Bah, après on met le nourrisseur à l'envers, Ouais, voilà. Ouais. bien sûr. Mais ouais, il faut qu'il soit au contact, hein. Si ton candy il est trop froid, Bah, elles ont beaucoup plus de mal, voire elles n'y vont pas quoi, au bout d'un moment. Enfin, elles notent que le début, puis elles arrêtent. Exact. Dernier point, les protéines. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pollen? Alors, bah justement, c'est ça. On met des protéines que quand il n'y a pas de pollen. Ça sert à rien d'aller nourrir quand tu es au mois d'avril, au mois de mai, et que c'est magnifique et que ça rentre tout seul. C'est complètement inutile. Donc il y a deux cas. Il faut que tu manques de protéines pour avoir besoin d'en mettre, ou tu n'en as pas assez disponible dans l'environnement. Encore une fois, l'élevage. J'ai jamais mis de protéines sur mes ruches de production, c'est inutile, il n'y a pas besoin, elles doivent se débrouiller toutes seules. Par contre, quand j'ai 100 essaims sur le même rucher, on a le droit de se poser la question s'il y a suffisamment de ressources autour du rucher, ce qui honnêtement est rarement le cas. Donc là, on peut être en surpâturage. Alors, dans ces cas-là, en plus, quand tu fais de l'élevage, ce que tu veux, c'est des abeilles. C'est-à-dire que je transforme des cadres, des cires en cadres de couvain. Notre métier, c'est ça, c'est de produire des cadres de couvain pour les recouper à produire des essaims. Produire des reines, sinon ça revient au même, il faut produire de l'abeille. Produire de l'abeille, c'est du pollen, hein. Enfin, il faut du sucre, naturellement, mais ça paraît évident. Mais si tu n'as pas de ressources en protéines, tu n'as pas d'abeilles. C'est exactement ce qu'on observe naturellement. Au mois d'avril, tu fais tes essaims tout seul, c'est trop facile. Toutes les 3 semaines, tu peux recouper. Au mois de juin, ça dépend de ce que tu fais. Et au mois de juillet, beaucoup moins. Et au mois d'août, encore moins. Pourtant, il fait chaud. On ne peut pas dire que ce n'est pas un problème de température. Alors qu'au printemps, il fait beaucoup plus froid, souvent. Les nuits sont très fraîches. Ça n'empêche pas les abeilles de pondre. Enfin, la reine. Précisément parce qu'elles suivent en fait les ressources en protéines. C'est les ressources en pollen qui vont dicter aux abeilles la quantité de couvain qu'elles peuvent faire. Comme c'est un animal de rente et ce qu'on veut, c'est pouvoir produire, ou en tout cas essayer de s'organiser notre production au long de l'année, peut-être faire des mâles en fin de saison, par exemple, pour tes fécondations, ou une dernière tournée d'essaims au mois de juillet. Il n'y a pas 50 moyens, on verra après pour les abeilles d'hiver, c'est de les supplémenter. Alors, 2 voies. Si tu as vraiment des ressources en protéines importantes, ou normales, genre au mois d'avril, enfin tu as du pollen qui rentre quand même, tu n'as pas vraiment besoin de mettre de pâte protéinée, parce que en théorie, tu en as suffisamment, sauf si vraiment tu as un rucher qui est très très gros. Dans ces cas-là, on va peut-être simplement mettre des acides aminés essentiels. Les fameuses brises rouges que j'avais besoin tout à l'heure pour me faire mes protéines, on peut simplement mettre ça. Et ça, tu n'as pas besoin de beaucoup. On est sur quelques grammes par semaine. Parce qu'il faut imaginer que tu leur donnes, elles vont chercher naturellement toutes les briques habituelles, tout plein de protéines qu'elles vont dégrader. Et toi, tu vas juste leur donner les petits acides aminés qu'elles ont besoin en plus. Quelques grammes suffisent, par contre ça change tout, parce que ça rend biodisponible en fait l'ensemble de la masse de protéines. Oui. Et ben ça veut dire que tu vas être très efficace en termes de production de couvain, et toi ça va pas te coûter cher parce que ça va être uniquement les petites briques qui leur manquent. Mais comment tu sais quelle brique, quelle couleur ils manquent? Les acides aminés essentiels, c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, c'est les mêmes que pour nous, toute la vie animale est... Enfin, on a tous un ancêtre commun, et c'est le même pour les abeilles, donc globalement, ça ne change rien. Donc les acides aminés essentiels, qui sont en général sur des produits de commerce, c'est toujours les mêmes, on va trouver l'isoleucine, la leucine, il y a plusieurs acides aminés comme ça, qui sont très utilisés par les abeilles, et c'est ça que tu donnes en fait à tes abeilles. D'accord. Et en général, il y a des vitamines et des minéraux. En gros, les micronutriments plus les acides aminés essentiels, avec ce qu'elles ont déjà présent dans la nature, c'est suffisant. D'accord. Mais c'est juste que tu avais 100 ruches au même endroit. Donc ouais, en mettant ça, en général, ça peut te permettre d'être certain qu'elles fassent comme il faut. Ça se présente en général sous forme liquide, la plupart du temps, et tu peux mettre ça dans ton sirop. Donc en même temps qu'elles prennent le sirop dilué, comme un nectar, elles vont pouvoir en même temps assimiler ces acides aminés-là. D'accord. Si vraiment tu arrives au mois de juin, ça m'arrive aussi, je voudrais refaire une tournée d'essaims et puis canicule, 40 degrés, tout qui a séché, il n'y a plus rien. Là, ça m'arrive de passer sur des pâtes protéinées. Je mets mon sirop avec les acides aminés essentiels et il y avait même plus ça, quoi. C'est-à-dire que si tu veux faire des abeilles, à un moment, elles ont besoin de constituants, quoi. Elles ont besoin de briques. Et donc là, tu es obligé d'apporter des pâtes protéinées à tes abeilles. L'autre usage des pâtes protéinées, qui à mon sens est encore plus important, c'est pour les abeilles d'hiver. Soit tu utilises des protéines pour l'élevage, soit tu les utilises pour réduire ton risque de mortalité à l'hivernage. Oui, je disais on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est de la diversité floristique. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Comment tu fais? Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus réflexe, effectivement, de se dire, dans certains environnements, tu donnes, c'est environ 300 à 600 grammes de protéines par ruche. Ce n'est pas énorme en quantité par rapport au sirop où tu peux faire rapidement à 5-10 kg.
Donc on voit qu'on est autour de 10-20%. Par contre, ça change la vie des abeilles parce qu'elles n'ont aucune carence. Ça te fait plein d'abeilles bien grasses. Ça réduit ton risque derrière de maladie et surtout ta longévité. Et au printemps, tu vas gagner parce que tu vas retrouver des ruches beaucoup plus fortes et ça permettra de faire des essaims. Et donc en fait, financièrement, il y a ce côté-là aussi parce que c'est clair que c'est un coût des protéines, c'est beaucoup plus cher du sucre. Hein. Oui. Mais il faut intégrer le fait qu'il vaut mieux avoir des abeilles bien nourries sur lesquelles tu pourras faire un essaim qui te font plus de miel plutôt que des trucs un peu plus chétifs. Que l'inverse, où tu ne pourras pas le faire. Par contre, que répond-on aux personnes qui, de bonne foi, nous disent il y a tout ce qu'il faut dans la nature et l'abeille, ça fait des millions d'années qu'elle est là, elle se débrouille quoi. Bah, c'est pas faux. Il y a bien tout ce qu'il faut dans la nature et les abeilles survivent toutes seules dans la nature. Sauf que là, on n'est pas dans la nature, on est dans un élevage. Et moi, quand j'ai des abeilles dans ma ruche, je me sens responsable. Mes enfants, je fais attention à ce qu'ils mangent, ce qu'il faut pour grandir, être en bonne santé. Et je ne me verrais pas leur dire va chasser gamin, tu vas bien trouver un truc. Alors on n'en est pas là, mais... Avec le fait aussi qu'on a pas mal modifié l'environnement aussi. En fait, c'est qu'une question d'environnement, c'est-à-dire il ne faut pas être jusqu'au boutiste et de vouloir absolument nourrir. Il y a des ruchers dans des environnements sur lesquels on n'a pas besoin, elles trouvent tout ce qu'il faut, et j'en ai d'autres qui hivernent un peu moins bien. Ouais. Et je sais que là, ça vaut le coup quand même de faire attention à ça. Ou alors, c'est encore une fois des cas particuliers, les ruchers d'élevage qu'on a, les ruchers d'essaim. Oui, quand j'ai 100, 150 essaims au même endroit, la nature, elle n'a jamais mis dans le même environnement autant d'abeilles. Donc si moi, je prends le risque de les concentrer, il faut que je sois capable de compenser cette concentration-là en leur apportant quelque chose. Mais encore une fois, en termes de quantité, et même en leur donnant tout ce qu'il faut, on parle de 10 grammes par exemple d'acide aminé à un moment où dans la saison, tu sens que tu n'as que du pollen de colza par exemple, mais en fait il n'est pas bon, naturellement riche et complet, et en rajoutant ça, tu vas pouvoir permettre de l'assimiler et elles vont continuer à travailler malgré qu'elles n'aient pas cette diversité pollinique parce que tu leur apportes quelque chose. Et à l'hivernage, c'est pareil. À l'hivernage, la mortalité moyenne, alors chez les professionnels, en moyenne en France, tu es autour de 30, un truc comme ça, 30% de mortalité. Alors chez les pros, on est plutôt autour de 20, et voire on peut descendre à 10, et dans les meilleurs des cas, autour de 5, qui est considéré comme la barre. Les 5%, tu les touches, c'est mathématique. Hein. Quand tes abeilles sont très grasses, donc elles ont vraiment eu ce qu'il fallait à manger, et quand tu n'as pas de varroa, juste avant l'hivernage. Ça, c'est une belle étude de l'INRA dans Science Report scientifique. Tu peux, simplement en regardant ton taux de varroa après le traitement, avant l'hivernage, et la quantité de corps gras, avoir une très bonne estimation du taux de survie de tes abeilles. Les varroas, ça dépend de nous, et les corps gras qu'elles ont, ça dépend de nous aussi. Donc, si l'environnement est chouette et que tu n'as pas beaucoup de ruches, tu n'as rien à faire. Si l'environnement est moins bien, peut-être. Ou si tu as beaucoup de ruches, même dans un bon environnement, peut-être aussi. Mais ce n'est pas systématique. Okay. Il reste un dernier point qu'on n'a pas traité, c'est comment choisir ses protéines. Oui. Grosse question. Alors, il y a beaucoup moins de produits disponibles que pour les sirops, où là, il y a pas mal de produits sur le marché. Pour les protéines, je vais juste donner des recommandations suivantes. Encore une fois, c'est comme les sirops, il faut être au plus proche de ce que mangent les abeilles naturellement. Ce qu'elles mangent, elles, c'est pas le pollen, c'est le pain d'abeille. Oui. Alors le pain d'abeille, c'est quoi la composition moyenne? Il y a entre 15 et 20% de protéines dedans. Donc il faut être dans cet ordre de grandeur-là. Il y a des articles qui ont montré qu'en dessous de 10%, c'est pas bon pour les abeilles, elles ne se développent pas bien. C'est comme si je voulais te nourrir, mais avec quelque chose qui n'était pas du tout riche, et donc en fait, t'es carencé, t'en as pas assez. Et quand c'est trop riche, au-delà de 50, ça n'a pas de fonction non plus. Mais de toute façon, globalement, il faut chercher des produits sur le marché qui correspondent à ce que mangent les abeilles naturellement, donc du pain d'abeille. Ça, c'est pour le taux de protéines. Il faut que aussi les protéines dedans, elles soient variées et elles soient en fait naturellement équilibrées en acides aminés essentiels. Parce que si tu as des protéines qui ne le sont pas complètement à la base, tu auras leur donner beaucoup d'acides aminés, plein, comme ça, tu n'auras pas toutes les couleurs. Et donc à la fin, même si tu as l'impression de donner en volume, elles vont pouvoir les assimiler complètement. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait aussi des acides aminés essentiels dedans, et typiquement comme le pollen, des vitamines et des minéraux. La diversité. Les sources de protéines. La moins chère, parce que sur le marché c'est la plus facile, c'est le soja, les protéines de soja. Les protéines de soja sont utilisées largement aux États-Unis, c'est très connu. C'est la protéine pas chère, c'est pour ça qu'on les retrouve sur le marché. Elles sont intéressantes, par contre elles ne sont pas du tout appétantes pour les abeilles, en tout cas il y a des articles qui le disent, et elles ne sont pas équilibrées pour les abeilles non plus naturellement également. La deuxième source, ça va être les levures.
donc des levures hydrolysées, levure de bière. La levure de bière, par contre, est beaucoup plus proche de ce que mangent les abeilles. Déjà, en plus, tu auras des vitamines, des minéraux, elles seront un peu plus complètes. Et ces levures-là, il y a plein de recettes d'ailleurs maison où on dit tu mets des levures de bière, plus du miel, plus ceci, plus etc. Ça marche très bien, c'est parfait. La levure de bière est probablement le plus proche naturellement, même si ça vaut le coup de compléter avec des acides aminés essentiels aussi, encore une fois, pour qu'elle puisse tout assimiler. Ce qui va donner l'appétence dans une pâte protéinée, ça va être le gras. Le gras, c'est la vie, caradoc. Et donc, comme le pollen, il te faut 2-3% de matière grasse. Et donc, ouais, ça vaut le coup de mettre une cuillère à soupe d'huile minérale, d'huile végétale, pardon, de l'huile de colza, de la tournesol, ce que tu veux, c'est ta recette. Mais oui, la matière grasse que tu as dedans, et notamment les acides gras essentiels, les abeilles, ils sont sensibles, et quand c'est gras, c'est bon. Et donc, elles aiment bien, elles sont comme nous. Ah oui. Donc, toi, tu peux le faire maison, auquel cas, c'est pas cher. Effectivement, la levure de bière, il faut acheter peut-être des acides aminés essentiels à la limite pour mettre dedans, pour vraiment que ce soit au top. Oui. Un petit peu d'huile, 2-3%. Protéines autour de 20% en quantité totale. Ça veut dire qu'il faut regarder combien tu as de protéines dans tes levures pour quand tu fais tes dilutions arriver au final autour de 15-20. Un peu de miel dedans et voilà. Et après, sinon, il y a des produits sur le marché, effectivement. D'accord, ok. Juste une question sur le soja, le premier que tu as évoqué, on ne trouve pas ça en France, j'ai jamais vu, tu sais. Des produits avec du soja, si, bien sûr. Mais pour les abeilles Pour les abeilles, tu as des produits avec du soja. Alors après, avec que du soja, d'après ce que j'ai vu sur les articles, c'est pas le top. Sinon, il y a des produits où tu as un mélange, soja et levure, qui permet peut-être de réduire le coût. Enfin, ça permet, c'est sûr. Oui. Par contre, après, d'un point de vue nutritionnel, c'est pas la même. C'est marqué sur le paquet, ça, chez vos magasins? Normalement, c'est marqué. Alors, sans citer de marque, hein, mais je ne cite aucune marque. Ouais. Là, tu vas prendre peur parce que si tu vas chercher des produits qui sont sur le commerce, c'est pour ça que je vous invite à être vigilant. Si vous cherchez à faire du couvain, donc on est dans le cadre de l'élevage ou pour vos abeilles d'hiver, alors il faut que, ce qui est certain, c'est que la quantité de protéines doit être au minimum de 15 à 20%. Les produits en dessous sont à éviter. D'accord, ok. Parce que vous allez devoir en mettre soit beaucoup plus, soit au contraire, de toute façon vous allez voir, il y a des problèmes d'appétence aussi. Okay. Pour les autres produits, à chacun de faire son choix. Effectivement, j'ai des collègues qui sur les produits avec du soja, souhaitent pas trop parce que c'est du soja. Certains se posent la question des OGM, même si pour les cas qui sont des produits en France, à ma connaissance, ça vient d'Europe et ce ne l'est pas, mais ils se posent la question, parce qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Okay. On a clairement du pollen, enfin du soja OGM. Et puis après la levure, sinon ça peut se trouver. Normalement, c'est marqué dessus, mais il y a, sur les étiquettes, il y a des gros quiproquos. Et même sinon, il y a aussi des produits qui sont vendus sous forme de poudre, et c'est à toi de faire ta mixture. Et les recommandations pour certains produits, c'est de faire une mixture à 10% de protéines. De mon point de vue, c'est une connerie. Il faut le faire au moins à 15. Mais en fait, ils font ça parce que ça permet de réduire le coût du produit fini, en me disant, regarde, ça va te coûter pas trop cher. Mais même sur les produits les plus chers sur le marché, pour une ruche à l'hiver, tu vas être autour de entre 4 et 6 euros par ruche. Mais je pense que tu réduis ton risque de mortalité, alors là, ça tient qu'à moi, mais au moins de 10%. Au prix d'un essaim à 150 euros, c'est largement gagné. Qu'en fait, je ne sais pas, j'ai calculé, hors taxe. Mais même avec les produits les plus chers, le problème qu'on va avoir sur les protéines aussi, ça va être pour les fers. T'en as plein d'apiculteurs qui se plaignent que acheter des sacs de poudre, parce qu'en fait souvent on vend le sac de poudre, il faut le faire après. Ça veut dire un pétrin, mélanger, le faire, on a le problème de la conservation. Parce que comme c'est naturellement riche et complet, ça part en fermentation, ça travaille. Donc du coup, tu es obligé de les congeler ou les conserver au frais jusqu'à l'utilisation. Et il y a aussi le fait de pouvoir les étaler pour faire des pâtes que tu puisses mettre sur tes ruches assez facilement. Donc il y a beaucoup de produits à préparer soi-même, quelques produits prêts à l'emploi. Vous pouvez aussi le faire tout seul. Il y a un dernier truc que j'ai oublié, c'est le pollen. Parce qu'à la limite, tu peux acheter du pollen et le mettre dans tes ruches. Ah oui. Ça se vend, du pollen en poudre d'ailleurs. Tu parlais de pain d'abeille tout à l'heure aussi. Donc là, tu le refais travailler, quoi. Bon. Les abeilles, de toute façon, vont le rentrer, vont essayer de le fermenter pour le transformer en pain d'abeille pendant 2 ou 3 jours. Le pollen est une bonne source, sous réserve qu'il soit bien diversifié et par contre qu'il ne soit pas contaminé. Les soucis qu'on a sur le pollen, c'est qu'on a toujours peur qu'il y ait des traces de pesticides, de métaux, je ne sais pas quoi. Et si vous savez d'où il vient, si c'est le vôtre, foncez. Il n'y a pas mieux que le pollen, enfin, il ne faut pas tourner.
qu'on distribue comme ça dans le nourrisseur ou on mélange avec... Le pollen, non, tu fais une pâte protéinée, tu mélanges avec du miel, et pareil, de l'huile et tout ça, et on peut faire la même chose. Ok. Voilà, j'espère que ces renseignements vont vous aider à faire votre choix entre les sucres, les sirops et les protéines pour avoir des abeilles en bonne santé et faire plein de miel à la fin de l'année. Merci Benjamin. Avec plaisir. Professeur Benjamin.